15 avril 1990, Greta Garbo meurt à New York à l'âge de 85 ans. Alors que le monde entier pleure la disparition de l'actrice, Marlène Dietrich reçoit un télégramme signé Charles Trenet. Greta Garbo est morte, sincères félicitations. Je pense qu'elle a éclaté de rire. Elle s'est dit, c'est un bon mot de Trenet. Je pense qu'elle a dû sourire, mais comme toujours chez Marlène, c'était « no comment ». Envoûtante, séductrice, explosive, Marlène Dietrich et Greta Garbo sont plus que des actrices. Elles sont des légendes, deux incarnations de l'âge d'or d'Hollywood. Son enfance, Greta Garbo n'a jamais voulu en parler. « Vous n'obtiendrez aucune confidence de moi, disait-elle. Je n'ai rien à dire d'extraordinaire. Toutes les vies se ressemblent. » Celle de Garbo revêt pourtant des allures de conte de fées. Greta Lovisa Gustafsson naît en 1905 dans une famille pauvre de Stockholm. La légende de Gösta Berling la rend célèbre en Europe et particulièrement à Berlin, capitale du cinéma. Séduit par Garbo, le réalisateur Georges Wilhelm Pabst engage l'actrice pour tourner La rue sans joie. Maria Magdalena Dietrich naît à Berlin en 1901 dans une famille de militaires. Une enfance heureuse, mais avec une mère qui était très dure. Le père jamais là. Et une mère très dure, c'est-à-dire une mère qui élevait sa fille dans la rigueur allemande. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'était le mot qui revenait sans arrêt. Ça ne se fait pas. L'enfant discipliné se construit, ou plus exactement, se fabrique. Sur ses cahiers d'école, une petite fille de 7 ans s'invente un nouveau prénom. Nous avons beaucoup de cahiers d'écoliers de Marlène Dietrich. L'un d'eux nous apprend que Marlène, écolière, avait déjà transformé son nom de naissance, Maria Magdalena, au profit de Marlène. En 1917, on peut reconnaître sur la couverture cette signature bien emblématique, Marlène Dietrich. En 1923, elle rencontre Rudolf Zieber, un jeune assistant metteur en scène. Elle l'épouse et donne naissance à sa fille, Maria. Grâce à son mari, Marlène fait ses débuts au cinéma et tourne L'Énigme. Mais dès son arrivée à Hollywood, Meyer la prévient, l'Amérique n'aime pas les grosses. Garbo a été très déçue par Hollywood, immédiatement. Dès qu'elle est arrivée, la priorité est physique, donc il faut être extrêmement belle. Elle l'était, mais elle n'était pas du tout dans les canons hollywoodiens. Et d'autre part, il faut faire des films qui marchent et qui sont donc extrêmement commerciaux, où les scénarios sont totalement débiles. Dès son premier film hollywoodien, Le Torrent, en 1926, Garbo, qui joue une jeune paysanne, galvanise le public. Il y a une chose qui, je pense, échappe au metteur en scène, échappe à l'actrice elle-même, c'est la manière dont elle imprime la pellicule. Elle était belle, très belle. Elle avait des yeux merveilleux, un très beau nez, une bouche assez grande, très belle, des dents superbes. Elle était très bien faite, elle était grande, mince, elle était très belle. Mais elle avait quelque chose de plus que je ne peux pas expliquer. Et lorsqu'enfin Garbo parle, c'est la consécration. Le succès d'Anna Christie est si grand qu'en 1930, elle est nommée Reine d'Hollywood. Mais en Allemagne, une jeune Marlène s'apprête à la faire vaciller sur son trône. C'est sur une scène berlinoise que le réalisateur hollywoodien Joseph von Sternberg découvre Marlène Dietrich. Tout d'un coup, un miracle a lieu entre une femme et une caméra, et surtout un metteur en scène qui décide, d'une certaine manière, il vole son âme. Et elle sait qu'il va sortir d'elle quelque chose d'extraordinaire. Je pense que Marlène a beaucoup imité Garbo. Elle a imité, elle a vu quels étaient les défauts de Garbo, qu'elle n'a pas reproduits,
mais elle a vu aussi quelles étaient ses qualités. Marlène Dietrich devient une véritable arme de guerre et enchaîne les films destinés à concurrencer ceux de Greta Garbo produits par la MGM. Si je devais résumer, je dirais que Greta Garbo est la divine et Marlène la terrestre. J'ai toujours joué des rôles de femmes avec beaucoup d'autorité, de femmes belles, des femmes désirées, des femmes qui n'avaient pas de grande tragédie, des femmes qui ne souffraient pas, et aussi des femmes sexy. On ne me choisit jamais pour souffrir. Moi, je fais toujours souffrir les autres. Très souvent, on a fait jouer à Marlène des femmes qui sont en pleine ascension. Et ce qu'on fait jouer à Garbo, ce sont des femmes qui sont en chute libre. Greta Garbo parlait souvent d'elle à la troisième personne, comme si elle était un homme. Elle se faisait parfois appeler Gura, qui est le surnom suédois du prénom Gustave. Pour connaître Garbo, disait Mercedes, il faut connaître le Nord avec sa rigueur, sa mélancolie. Il faut connaître le vent, le froid, la pluie et les sombres ciels d'orage. Garbo et tout ça. Ils ne l'ont jamais compris à Hollywood. Dans l'Amérique puritaine des années 30, Dietrich et Garbo chahutent l'ordre social. Leur façon de s'habiller, androgyne et moderne, défraye sans cesse la chronique. Et alors Garbo était une femme qui refusait les invitations, qui se cachait, et puis elle arrivait chez vous, elle partait plus. Elle restait la dernière, on disait, mais enfin, il est 3 heures. Elle dansait la bourrée, elle faisait des blagues. Avec ses amis les plus intimes, Garbo était réputée pour être un vrai bout en train. Le 29 septembre 1975, juste avant son entrée en scène à Sydney, Marlène tombe dans la fosse d'orchestre et se brise la jambe. Elle réalise qu'elle ne remontera plus jamais sur scène. Elle prend alors une décision radicale, se retirer à son tour pour se cloîtrer définitivement dans son appartement parisien. La longue errance de Greta Garbo prend fin en avril 1990. Elle a 85 ans. La divine est incinérée, loin de la foule, comme elle a vécu. Ses cendres sont enterrées dans un cimetière de Stockholm. 2 ans plus tard, Marlène Dietrich meurt à son tour, à l'âge de 91 ans. Elle est inhumée à Berlin. Sur sa tombe, son seul prénom, Marlène.